t-shirt me bluffe. On va peut-être s'asseoir. Ouais. Allez, on va s'asseoir. Alors, je vais vous demander d'être très lent et très pédagogue avec moi, parce que moi, je suis resté à Mario Bros et Zelda. Hein, voilà. J'avais pas le droit à la console de jeu. Donc, dites-nous un peu d'abord, comment est-ce qu'on devient entrepreneur de jeux vidéo? Parce que j'imagine qu'il n'y avait pas, arrivé en seconde ou en première, l'option littéraire, maths, sciences éco ou jeux vidéo. Ça n'existe pas, ça. Malheureusement non. Mais qui sait, peut-être, hein, ça évolue tellement vite que peut-être que prochainement ça existera. En tout cas, c'était une très bonne question quand j'ai voulu me diriger vers ce métier, parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Il n'y avait pas vraiment de possibilités. Alors certes, il y avait Supinfogame, qui est quand même une belle référence régionale, mais malheureusement à l'époque, moi à mon époque, on pouvait, enfin je dis mon époque, je suis pas si vieux que ça, hein, Oui, c'est ça. on Je pouvait, rappelle que Maxence a 28 ans, mais dans le jeu vidéo, ça fait un petit peu grand-père, mais bon, voilà. donc on pouvait rentrer qu'en bac plus 3 à l'époque, donc voilà, j'ai un peu oublié ça. Je suis parti dans quelque chose de plus généraliste. J'ai fait Télécom Lille, une école d'ingénieurs en télécommunication et multimédia. Et donc voilà, je me suis dit, il y a un peu de multimédia, le jeu vidéo c'est un peu du multimédia, le online c'est un peu de la télécommunication. Donc on réussira bien à se rediriger vers le jeu vidéo après et puis à faire ce qu'on a envie de faire. Et puis voilà, aujourd'hui je suis là, donc a priori j'ai pas trop mal choisi mon parcours. Et en réalité, on va y revenir dans un instant, mais avant la fin de tes études, tu as décidé de monter ton premier jeu vidéo parce que c'est quand même quelque chose que vous avez tous en commun. C'est un esprit très start-upper et de faire ça à côté d'une autre activité. D'ailleurs, toi, Mélanie, en fait, tu es devenue entrepreneuse de jeux vidéo malgré toi, c'est ça? Oui, un petit peu malgré moi, mais je travaillais déjà dans une entreprise de jeux vidéo. J'étais amenée dans le monde du jeu vidéo. Effectivement, on ne fait pas de cursus pour arriver dans le monde du jeu vidéo, mais j'ai eu un cursus artistique, parce que je suis directeur artistique et graphiste, et qui s'est appliqué dans le jeu vidéo par la société Ankama, qui est une société roubaisienne ici. Et c'est vrai que c'était pendant que je travaillais chez Ankama que j'ai fait un jeu vidéo et qui a mené à la fondation de mon entreprise aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as été recruté par Ankama? Parce que je trouve l'histoire trop mignonne et pourrait inspirer les DRH un peu carrés. Oui, j'aime bien le raconter, mais c'est tout simplement, j'aimais bien leur jeu, Dofus. Et ils organisaient un concours de dessin pour Halloween et j'avais envoyé ma candidature, j'avais gagné et le dessin avait tapé dans l'œil du directeur artistique de l'époque qui recrutait pour réaliser la version 2 de Dofus. Et donc il m'a dit pourquoi tu viendrais pas bosser avec nous? Pas mal. S'il y a des DRH dans la salle, dessine-moi un poste, en l'occurrence, c'est plutôt pas mal. Maxence, toi aussi, je crois que tu es passé par Ankama. Tout à fait. Je ne sais Ouais. pas si vous y étiez au même moment. Non, pas du tout. Moi quand j'y étais, ils étaient 15. Et aujourd'hui, Ils sont 500 à peu près. Ils étaient à la ruche de Tourcoing et c'était. Alors ça existait depuis déjà un certain nombre d'années, mais Dofus venait de sortir et ça commençait à exploser en France et ils commençaient à faire l'internationalisation. Et en fait, c'est vraiment aujourd'hui, si je suis là, c'est vraiment grâce à eux parce que ils m'ont vraiment donné envie. Il y avait tellement d'ébullition à cette époque, il y avait tellement de choses qui se passaient. 15 personnes et ça bougeait dans tous les sens, on sentait que ça allait exploser et ça m'a vraiment, ça a été le déclic qui m'a dit j'ai envie de le faire et j'ai envie de tenter ma propre aventure. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, tu n'es pas resté après ton stage chez Ankama, mais tu as tout de suite monté ton jeu avec un succès amateur tout de suite très fort. Je crois que c'est 40 000 joueurs Très fort pour de l'amateur. Pour de l'amateur français. On n'est pas encore à Candy Crush Saga, mais... Voilà. Mais c'est vrai qu'au vu des moyens qu'on mettait, on a démarré, on était 5 créateurs partout dans la France. On communiquait par forum et on a créé quand même un jeu ensemble en communiquant par forum et en se voyant jamais. On a sorti le jeu, on a eu très vite des joueurs, on n'a jamais mis un centime en communication. Et on a pu créer une association, on avait des milliers d'adhérents, on a OVH à l'époque qui nous avait donné des serveurs. Donc voilà, le soutien régional a fait plaisir, ça nous a bien servi. Puis après, on a pu aller acheter nos propres serveurs, qu'on a bien sûr acheté chez eux. Ça paye, la fidélité. Voilà, bien sûr. Et puis, donc, grâce justement à ces adhérents de l'association, à un petit modèle économique qu'on a mis en place sur le jeu. Donc voilà, quand j'ai créé la société, j'avais cette expérience et je me suis dit, j'ai Ankama qui m'a donné envie, j'ai cette expérience qui m'a montré que c'était possible, pourquoi pas le faire de façon plus professionnelle? Alors là, tu te lances, il y a un appel régional sur les Serious Games, les Adver Games que tu remportes. Et à ce moment-là, c'est suffisamment rare pour être signalé, mais Frédéric Mitterrand a failli te tuer.
C'est vrai, Frédéric Mitterrand a failli nous tuer. Alors à l'époque, il était ministre de la Culture, on l'oublie souvent avant d'être cet ineffable animateur sur France Inter qu'il est aujourd'hui, et l'auteur de Mauvaise Vie, qui peut caler vos tables. Je recommande encore une fois de lire plutôt Quatrième mur de Serge Chalandon. Et pourquoi est-ce qu'il a failli tuer Frédéric Mitterrand? En fait, c'est pas que lui, il a failli contribuer à notre mort, on va dire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, on sortait un gros jeu online, donc sur lequel on avait mis beaucoup de moyens, on avait mis quasiment 1 million d'euros. Sur un jeu online qu'on a développé, qui était le premier projet phare de 3D Duo. Donc on a fait une levée de fonds avec des investisseurs privés, on a investi pas mal d'argent aussi qu'on avait de nos prestations de services. Et puis on a décidé de sortir ce jeu avec 6 ou 8 mois de retard en fin mai 2010. Et puis au moment où on décide la date de sortie, donc on a vu une grosse couverture régionale déjà, parce qu'on a vu la bonne ou la mauvaise idée, vous verrez pourquoi après, d'envoyer des petites cartes postales aux différentes rubriques, enfin aux différents journaux locaux, avec la façade de leur bâtiment en mode post-apocalyptique, donc post-apocalyptique 2060 après un cataclysme. Et donc la Voix du Nord qui voyait sa pancarte un petit peu détruite, et Métro ou 20 minutes qui voyait la même chose et qui recevait un petit mot avec merci d'avance pour la communication sur notre jeu, bah, ils ont eu la gentillesse et la bonne idée de nous mettre en couverture de leurs journaux. Et donc ça nous a déjà fait pas mal de bruit autour du jeu. Et suite à ça, il y a Frédéric Mitterrand il y a le cabinet de Frédéric Mitterrand qui nous appelle en disant voilà, je vais annoncer des nouvelles mesures d'aide pour le jeu vidéo en France. Est-ce qu'on peut passer par chez vous? Alors on va passer par chez Ankama, mais est-ce qu'on peut passer par chez vous pour le faire? Donc tout de suite, on a eu forcément toute la télé qui a débarqué, toute la presse. Et cette date, quand ils nous ont dit on vous confirmera la date une semaine avant, c'était le jour de la sortie de notre jeu. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de bruit autour du jeu, tellement qu'il y a eu énormément de joueurs le premier jour. On a eu un article dans Le Monde et les serveurs n'ont pas du tout suivi. Et on a eu un blackout de 3 semaines avant de remettre le jeu sur pied. Et ensuite, c'était l'été et les joueurs étaient en vacances. Donc effectivement, Frédéric Mitterrand a failli contribuer à la mort de notre jeu, parce qu'après, en fait, notre jeu n'a jamais marché. Les joueurs étant passés à autre chose et ayant zappé ce petit jeu passager, on va dire. Il vous a écrit pour s'excuser ou... Non, c'était à nous de bien le gérer. Je pense qu'on n'a pas mesuré le succès que ça pouvait avoir. On s'est dit que ça allait démarrer au fur et à mesure, comme moi la petite expérience amateur que j'avais. Et voilà, je pense qu'il faut toujours mesurer. Quand on est entrepreneur, il faut savoir mesurer l'échec, c'est important. Et il faut aussi savoir mesurer le succès et le gros succès. Et là, pour le coup, je pense qu'on n'a pas été assez ambitieux, on n'avait pas assez de recul, pas assez d'expérience pour se dire ça peut tout de suite exploser, il peut tout de suite y avoir beaucoup de monde. Et puis voilà, quelque part, c'est de notre faute. Donc c'est vrai que j'aime bien la blague sur Frédéric Mitterrand, mais je ne souhaite pas du tout l'accuser. Bon, mais il faut quand même rappeler qu'à l'époque, vous aviez 24-25 ans, donc c'est éminemment jeune. Alors, je vais laisser un petit teasing, comme on dit dans vos trucs, pour voir comment est-ce que vous avez rebondi et où vous en êtes aujourd'hui et ce que vous allez devenir. Mais vous aussi, en fait, Mélanie, du coup, vous vous êtes retrouvée, là, pour le coup, victime de votre succès. Et donc, du coup, vous avez quitté Ankama pour monter votre jeu. Alors, je sais pas, vous êtes venu avec le jeu ou pas? Est-ce qu'on peut voir à quoi ça ressemble ou... S'il y a une connexion Internet, on peut, mais... Ah, je pensais que c'était sur une présentation. C'est en ligne, c'est ça le problème. Alors c'est en ligne, donc pour aller le voir, il faut redonner l'adresse. Transformice.com. Voilà. Redites-le. Transformice pour transformer et mice pour les souris. Voilà, donc c'est un peu des souris et des transformateurs. C'est la suite de Steinbeck. À la base, ça devait être des souris qui se transforment pour permettre aux autres souris de traverser des obstacles. En fait. Et alors, il y a un truc qui est très curieux. Alors, vous nous avez expliqué cette fascination pour les souris qu'ont les Brésiliens. Non, mais il n'y a que 3% de joueurs français et 50% de joueurs brésiliens à votre truc. En termes de décalage horaire, c'est compliqué à gérer, non? Non, au contraire, parce que la charge se répartit beaucoup mieux sur les serveurs. Donc, quand on a lancé le jeu, effectivement, en mai 2010, à l'époque, quasiment au même moment, on était encore chez Ankama. Et voilà, on s'est dit, c'est bon, il y aura une 50aine de joueurs le soir, pas de problème, c'est vraiment un petit jeu. Et en fait, on a eu des milliers de requêtes. Et pareil, on a eu un blackout pendant près d'une semaine avant de réussir à vraiment reprendre la main. Et on s'est aperçu, c'est un jeu flash, c'est-à-dire que c'est un jeu en ligne sur navigateur. Donc c'est un jeu qui est très léger et il suffit de taper l'adresse transformice.com et on peut jouer tout de suite. Il n'y a rien à installer, rien à télécharger.
Et c'est pour ça qu'on fonctionne très bien dans les pays émergents. Les Brésiliens n'ont pas une fascination particulière pour les souris. C'est juste que c'était un jeu vraiment très léger pour leurs petits ordinateurs et leurs petites connexions. Donc ça a très bien accroché chez eux parce qu'ils ont finalement c'est un marché qui est assez délaissé par le monde du jeu vidéo. Ils ont assez peu de jeux traduits dans leur langue parce que c'est le seul pays d'Amérique latine qui parle portugais et c'est du portugais brésilien. Nous, on a traduit le jeu en portugais brésilien très tôt. Dès qu'on a vu qu'on avait quelques Brésiliens, on leur a créé un serveur rien que pour eux et on a traduit le jeu dans leur langue, vraiment portugais brésilien. Et à partir de là, ça a vraiment explosé parce qu'ils ont très peu de jeux et très peu de jeux qui fonctionnent bien sur leur machine, en fait. Alors, un petit mot sur le business model du jeu, parce que Marc Arthur, juste avant, évoquait son business model très disruptif, gratuit, Google, en gros, et Orange. Vous, tout est gratuit dans le jeu, sauf si on veut personnaliser ces petits personnages, et en fait, ça marche. Voilà, c'est ça. Le jeu est entièrement gratuit. Tous les mécanismes du jeu sont gratuits. Et le but, donc, on a une petite souris qui doit ramener du fromage dans le trou. Elle doit aller chercher le fromage et le ramener. Donc, c'est de la plateforme, un peu comme Mario. Donc, je suis pas perdu encore. Voilà, donc ça va, c'est pas trop différent. Et en échange de ce fromage, contre 5, 10, 20 fromages, les joueurs peuvent acheter des petits chapeaux pour leur souris. Donc on a 200 accessoires, donc des chapeaux, des écharpes, des lunettes de soleil. Et sur ces 200 accessoires, on en a une cinquantaine, donc qu'on peut obtenir avec du fromage normalement, mais qu'on peut aussi obtenir en payant un petit SMS ou par carte bancaire. Alors j'imagine qu'il y a quand même pas mal de petits SMS ou de cartes bancaires, parce que, in fine, aujourd'hui, dans votre entreprise, il y a 11 salariés, alors que vous étiez encore 3 il y a un an, vous avez 2 community managers, une spécialement pour le Brésil, parce qu'effectivement, c'est des très très gros joueurs, et je crois que vous avez 50 000 personnes qui jouent à 20 heures, c'est-à-dire qui délaissent le journal télévisé de TF1 et de France 2, ce qui est un truc... En ce moment, c'est à peu près 50 000. Il y a 6 mois, c'était 86 000 joueurs qui jouent en même temps. Et depuis le début du jeu, on a 40 millions de comptes créés, donc depuis mai 2010, et vraiment de joueurs actifs à J-30, c'est-à-dire que sur le mois dernier, on a 2,5 millions de comptes qui se sont connectés à Transformice et qui ont joué à Transformice. Et oui, moi aussi, ça me subjugue qu'on puisse créer autant de trucs avec des souris et du fromage. Enfin, je trouve ça génial. Hein. C'est quand même des emplois qui sont en France. Hein, donc merveilleux. On le sait, on peut pas. Enfin, on le sait. Du moins, je l'ai compris en échangeant avec vous. On ne peut pas miser tout le succès sur un jeu. Il y avait 86 000 joueurs avant. Là, ça commence à baisser. Donc, comment est-ce que vous voyez l'avenir d'ici 2-3 ans et quelle est la part de la R&D en gros dans votre entreprise? C'est une grosse part. Un jeu a une durée de vie donc plus ou moins longue. Ça dépend du projet, ça dépend de vraiment beaucoup de facteurs. Il y a aussi des jeux concurrents qui viennent derrière et qui détournent l'attention des joueurs effectivement vers un autre jeu. Donc oui, il y a moins de joueurs réguliers, mais c'est parce que ça s'étale aussi beaucoup plus. On commence à être... avant, on avait vraiment tout au Brésil. Maintenant, on commence à s'ouvrir à la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, la Lettonie, l'Estonie. Et donc, les courbes du serveur, du coup, sont très, très plates parce que c'est tout le fuseau horaire qui est couvert, en fait. Mais oui, on commence à avoir une baisse de joueurs et ce qui est très important, c'est de produire d'autres jeux et d'autres projets qui viendront prendre le relais du premier qui a très bien marché, parce qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et avoir un seul projet qui marche, parce que celui-là, si du jour au lendemain il ne marche plus, c'est la fin de la boîte. Donc on a 4 projets en cours, on en a sorti un la semaine dernière et qui fonctionne plutôt bien, donc on est en train de l'améliorer en ce moment. D'accord, donc il y en a 3 qui peuvent mourir, un peu comme dans les jeux vidéo, où on a des vies pour du beurre, et puis on en a quand même une qui continue la partie, donc je comprends bien la logique, tout ça est très bien fait. Maxence, donc vous en 2010, votre entreprise a failli cracher, et aujourd'hui vous êtes remonté à 25 salariés, vous avez fait comment? On s'est battu. C'est vrai que après l'été, donc après le passage de notre cher ministre et cette gros élan de communication, on a attendu que les joueurs reviennent et ils ne sont jamais revenus. Donc grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée, le jeu nous coûtait à peu près 35-40 000 euros par mois, donc salariés et serveurs inclus, et rapportait au maximum 5 000 euros par mois. Donc le calcul était très vite fait. Nous, alors à la différence de Mélanie, et c'était aussi une des erreurs, c'est qu'on était encore sur les anciens modèles économiques, donc on était par abonnement. Donc on proposait aux joueurs de payer 6 euros par mois, chose que j'avais appris chez Ankama, mais sauf qu'Ankama avait démarré ce modèle il y a maintenant 10 ans. Donc il y a 10 ans, ça fonctionnait. Maintenant, ça fonctionne plus, que tout est au gratuit, effectivement, et ce qu'on appelle le freemium, donc le gratuit, mais avec des mécaniques payantes à l'intérieur du jeu, une fois qu'on a réussi
à rendre suffisamment addicts les joueurs. Donc voilà, je pense que là-dessus, on était aussi un petit peu en retard sur le modèle économique. Et donc on a très vite décidé, en fait, en l'espace de 2 mois, on a décidé en octobre d'arrêter le jeu, de faire un licenciement économique. Donc on est quand même passé d'une bonne vingtaine à 10 personnes. Mon associé m'a annoncé à ce moment-là qu'il souhaitait quitter l'entreprise parce que c'était son bébé, ce jeu, et que si on abandonnait le bébé, il n'avait plus de raison de rester. Donc voilà, il m'a dit, bah, écoute, moi je vais chercher un travail, donc bonne chance pour le licenciement économique. Et je lui ai dit, mais je te comprends complètement, il n'y a pas de souci, on est en très bon terme aujourd'hui. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué à gérer, ça a un petit peu été compliqué de dormir aussi, parce que quand on est dans une boîte de jeux vidéo, tout le monde est pote. Les salariés, on fait des soirées avec, on fait des nuits blanches avec pour travailler sur les jeux. Et donc quand on doit choisir entre son frère et sa sœur, qui on vire, c'est un peu compliqué. Et donc voilà, après ça s'est fait assez naturellement parce que finalement le code du travail français est pas trop mal fait. Il y a des cases et des conditions qu'il faut respecter et qui permettent plus ou moins naturellement d'expliquer aux gens le pourquoi de leur départ. Donc on s'est retrouvé début 2011 à 9, en 100, avec une trésor au plus mal, les partenaires bancaires qui voulaient plus entendre parler de nous, les actionnaires qui avaient passé leur participation à 0 dans leur portefeuille, et les réseaux d'accompagnement qui nous répondaient encore et qui nous aidaient et qui nous ont permis de tenir, en fait, tout simplement, et de tenir le coup et donc de trouver des solutions. Et tout à l'heure vous disiez, Marc Arthur disait tout se passe pas à Paris, et là pour le coup c'est une société parisienne qui nous a sauvés, c'est une banque parisienne qui a accepté de nous mobiliser une créance qu'on avait de l'État, donc le crédit d'impôt jeux vidéo pour le coup, donc on retrouve notre cher Frédéric Mitterrand. Donc finalement elle a fait nous tuer mais elle nous a sauvés. Parce qu'on a pu mobiliser le crédit d'impôt jeux vidéo, donc on était remboursé de 20% du total de la production de notre jeu. Et donc il y a une banque parisienne et on devait le toucher à peu près fin 2011. Donc j'ai été voir une banque parisienne en lui disant écoutez, on a autant d'argent à toucher, est-ce que vous pouvez nous l'avancer et puis vous le récupérerez quand l'État nous le remboursera. Et ils l'ont fait, donc ça nous a permis de tenir, ça nous a permis de nous refocaliser sur notre activité initiale qui était la prestation de service, d'aller rechercher des nouveaux contrats, de refaire tourner la boîte. Et puis voilà, fin 2011, on était à peu près sorti de l'auberge. J'ai été voir un fonds régional en leur disant ben voilà, vous vouliez rentrer en 2009 quand on a fait rentrer notre fonds parisien. Ben maintenant on a besoin de vous. Alors moi je vous avais pas choisi, mais maintenant on a besoin de vous, c'est le moment de venir. Et ils sont venus, ils ont joué le jeu. Je leur ai expliqué qu'on avait besoin d'eux pour asseoir la restructuration, nous diversifier sur les nouveaux modèles, donc notamment les modèles freemium, notamment les jeux mobiles aussi, les jeux Facebook qui explosaient à cette époque-là et sur lesquels on n'était pas du tout positionné. Et puis ils sont venus. Et puis ça, on a continué, on a pu investir un peu de leur argent dans des coproductions. Donc c'est-à-dire qu'on allait voir des sociétés en leur disant bah, on pense faire un jeu sur votre produit qui existe, notamment des dessins animés. Ça coûte 100 000 euros, mais on vous fait payer que 50 000, on investit 50 000 et en retour, on prend une partie des revenus une fois que le jeu sera sorti. Et donc on a fait ça sur 2 jeux, des dessins animés que vous connaissez peut-être ou que vos enfants connaissent peut-être, qui sont Code Lyoko et Les Zinzins de l'espace. Donc voilà, les 2 expériences ont bien marché, nous ont rapporté un petit peu d'argent et nous ont permis après d'avoir un petit modèle récurrent, de continuer à faire de la prestation de service et effectivement aujourd'hui de regrossir à 30 personnes avec une levée de fonds en cours, un nouveau projet de développement, un projet de rachat et 5 personnes qu'on devrait recruter encore. Bah, bravo. Et peut-être juste un mot. J'avais entendu un début d'applaudissement, mais vous attendrez la fin. Justement, puisqu'il y a quelques années, vous vous êtes fait avoir sur le modèle, vous étiez un peu en décalage, c'est-à-dire que vous étiez encore sur l'abonnement pour Ankama, on ne va pas vous le faire 2 fois. Donc là, en fait, votre nouveau projet, c'est de créer une espèce de Deezer, donc ça me parle, même si moi, je suis chez le concurrent, je suis sur Spotify, mais de Deezer du jeu vidéo, vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, alors l'idée, c'est que, juste pour repositionner rapidement dans le contexte, l'année dernière, on a racheté une filiale du groupe Allociné qui était en train de négocier sa revente et qui souhaitait se débarrasser entre guillemets de ses filiales. Et donc on a vu une belle opportunité qui est la société AlloKids, qui est éditrice du site Allo Famille, donc qui est un gros portail de sorties de loisirs pour la famille. Sorties de loisirs au sens large, ça peut être des parcs d'attractions, mais ça peut être aussi des jeux vidéo ou des coloriages. Et donc on s'est dit c'est intéressant d'avoir du trafic parce que finalement l'enjeu dans le jeu vidéo aujourd'hui, quand on a de l'expérience, c'est pas forcément de réaliser le jeu,
S'il est bien taillé, si on a une bonne équipe, c'est pas forcément l'enjeu principal, mais l'enjeu c'est de ramener du monde dessus pour gagner de l'argent. Et donc on s'est dit avoir une source de trafic qualifiée sur un public famille, à savoir des mamans, des enfants qui sont aujourd'hui notre cœur de cible. C'est intéressant, donc on a racheté ce site-là. Et la prochaine étape, et c'est l'objet de cette levée de fonds, cette nouvelle levée de fonds aujourd'hui, c'est de se dire pourquoi pas faire un portail francophone au départ et après on l'internationalisera rapidement avec toute une offre de jeux vidéo pour la famille, tout support, donc mobile, Facebook, PC, Mac, web, qui permettent à chacun de trouver un petit peu ce qui lui correspond en fonction de son profil, que ce soit une maman, que ce soit un papa, que ce soit un enfant. Et l'idée, enfin la promesse du portail, c'est un petit peu le portail de jeux vidéo intelligent. Alors, intelligent avec un S ou pas, comme vous voulez, que ce soit le portail qui est intelligent ou les jeux qui le sont. Le but, voilà, c'est de proposer des jeux ok, mais pas trop débiles, avec on apprend des choses et en même temps on s'amuse. Et donc, d'où notre cible familiale, parce que les mamans, elles sont rassurées de savoir que les enfants jouent pas à des jeux où on coupe des têtes. Les papas, s'ils ont envie de couper des têtes de temps en temps parce que ça les amuse, ils pourront aussi. Et les mamans, si elles ont envie de réfléchir un petit peu quand elles sont dans la salle d'attente du médecin, eh ben, il y aura aussi des jeux pour elles. Donc le but, c'est de créer en fait un espèce de réseau social familial, parce qu'on ne va pas pouvoir inviter des amis à tout va, on pourra inviter que les membres de sa famille pour voir un petit peu ce qu'ils font et puis pouvoir échanger les expériences qu'on a au travers de tout ce qu'on a comme jeu. Donc aujourd'hui, nous, on a une vingtaine de jeux qu'on a déjà fait en autoproduction ou en coproduction qu'on peut mettre dessus. Et le but, c'est d'avoir un catalogue d'une centaine de jeux à la fin de l'année prochaine, parce que on a essayé la technique on met beaucoup d'argent dans un seul jeu, on lance la pièce, si c'est pile, on gagne, si c'est face, on perd. On a fait face. Donc aujourd'hui, on préfère jouer la technique de la masse, à savoir se dire on va sortir on jette plein de 100 jeux, on jette plein d'hameçons, et il y en a au moins un ou deux qui sortiront, et puis ceux qui sortent pas, bah, ils ramèneront quand même quelques piécettes, et sur la masse, c'est intéressant. Alors, à la pause, on ira quand même discuter, vous et moi, de vos représentations archétypales de que fait papa, que fait maman, avec papa qui coupe des têtes et maman qui va chez le médecin et qui réfléchit. Ouais, il faut qu'on travaille un peu là. Peut-être juste un mot avant de se séparer. Vous avez des belles entreprises qui sont encore des petites pépites. On voit que le jeu vidéo, c'est une industrie colossale. Je pense évidemment à des trucs... Enfin, je connais mal, encore une fois, mais je lis les journaux et je vois bien que Call of Duty, c'est un chiffre d'affaires à 7 chiffres. Est-ce que c'est possible d'importer ça en France? Et quel message vous auriez envie de donner à des jeunes qui pourraient se lancer dans un écosystème de jeux vidéo en France? Faut rester ici ou il faut aller le développer à Palo Alto? Il faut savoir que c'est sûr que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et il y a des pays qui font exprès du dumping social, comme par exemple au Canada, pour le jeu vidéo. C'est-à-dire que 37% de tous les salaires vont être pris en charge par la communauté de Montréal, par exemple. Donc oui, il y a des écosystèmes qui sont plus favorables que d'autres, mais en France, on a quand même un écosystème très favorable. On a les systèmes d'accompagnement. Par exemple, nous, on a bénéficié du système des ruches du Nord, ce qui nous a vraiment beaucoup aidé, parce que quand on est arrivé, on ne savait pas ce que c'était un business plan, des statuts, etc. Donc ils nous ont vraiment modelé en tant que chef d'entreprise. Ils nous ont appris à mener notre barque en tant que chef d'entreprise. Donc ça a été très, très intéressant. Et je crois que vous êtes passé par la ruche aussi. Donc c'est déjà un dispositif intéressant. Et après, donc il y a plein d'aides, notamment dans le Nord et ailleurs, des contrats création, du fonds d'aide aux jeux vidéo, des crédits d'impôt aux jeux vidéo, même s'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire de ce côté-là. Mais on a un syndicat aussi national du jeu vidéo qui se bat aussi pour nous, pour faire passer des améliorations de ces dispositifs. Par exemple, le crédit d'impôt jeux vidéo, il y a quelques critères qui sont un petit peu difficiles à obtenir pour des petites boîtes qui ont des petits projets. C'est surtout pour les gros projets. Donc, mais non, la France a un vrai rayonnement dans le jeu vidéo, un vrai rayonnement mondial. Il y a Ubisoft, deuxième éditeur mondial qui à l'origine est français, mais c'est beaucoup étalé partout dans le monde. On a Ankama, Arkane, on a plein de studios français qui rayonnent à l'étranger, et la France est très bien placée pour avoir sa place dans le milieu du jeu vidéo, je pense. Tu confirmes? Alors je confirme, après je pense que la France se bat pas vraiment sur les mêmes terrains non plus. Vous parliez de Call of Duty, aujourd'hui je pense que ça va être compliqué. Et en tout cas, moi, c'est le message que je ferai passer à des jeunes qui ont envie de créer un studio de jeux vidéo, c'est essayez pas de créer un Call of Duty. Donc c'est ce qu'on appelle un triple A dans le langage du jeu vidéo, parce que c'est des investissements juste monumentaux. Il faut une équipe d'expérience, donc qu'on paye très cher. C'est des projets qui ont 3, 4, 5 ans de développement.
Et c'est juste pas possible aujourd'hui, donc c'est les très gros qui peuvent se permettre de faire ça. Par contre, la France, je pense, a une vraie carte à jouer sur ce qu'on appelle le dématérialisé. Donc c'est toute la nouvelle économie du jeu vidéo qui est sans support en fait. Donc alors, certes, on va pas forcément trouver nos jeux dans les magasins, et ça peut sembler pour certains cheap, mais en fait c'est pas du tout le cas, parce que c'est toute la nouvelle économie avec Facebook, avec le web, avec les mobiles, qui est en train de naître, qui permet de faire des jeux pas trop chers, et en même temps qui vont pas forcément jouer sur le retour sur investissement qu'on va avoir, parce qu'aujourd'hui, quand on voit un Candy Crush, voilà, sans vouloir les dénigrer, très honnêtement, ça coûte pas plus de 100 000 euros à faire un jeu comme ça, et pourtant, ils gagnent 1 million d'euros par jour. Je laisse tout le monde réfléchir sur ces chiffres finaux qui donnent le tournis. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir mis en lumière l'action du Fonds régional pour vous épauler. Et puis, je vous laisse aller développer des souris, des visions de 2060 apocalyptiques et un 10 heures du jeu vidéo. Merci beaucoup et bravo à tous les deux. Merci. Alors, on va